Bonsoir. Les opérations d'inscription sur les listes électorales pour le compte de l'année 2016 sont terminées le 31 août dernier. Au total, 510 362 nouvelles personnes se sont inscrites sur les listes entre le 1er janvier et le 31 août, ce qui porte à 6 316 832, pour être précis, le nombre d'électeurs sur le registre national de l'ECAM. Ce soir, nous allons entre autres aborder cette question en interrogeant le système électoral camerounais pour lequel mon hôte prédit un hold-up en 2018 lors des prochaines élections pluralistes qui auront lieu au Cameroun. D'autres sujets seront au menu. On va parler de la lutte pour le changement au Cameroun, la question des droits de l'homme, le rôle des puissances étrangères dans notre pays et les relations qu'elles entretiennent avec les acteurs politiques et ceux de la société civile, la crise gabonaise et les leçons pour la démocratie en Afrique francophone. 28 fois arrêté et 13 fois détenu, mon invité est un visage bien connu de la société civile. À travers un schéma opérationnel bien précis dont il nous expliquera les contours. Il est diplômé en droit et en économie de l'Université de Yaoundé et de plusieurs universités françaises. Expert auprès de multiples institutions nationales et internationales, enseignant associé au Centre de personnes d'Ottawa au Canada, il est aussi directeur exécutif du Centre d'études et de la formation sur la démocratie et la paix en Afrique et auteur d'une trentaine de publications dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. Le docteur Hilaire Tudjo Kamga est installé dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir docteur. Bonsoir citoyens et bonsoir à tous les citoyens par millions que je crois qui nous regardent au Cameroun et dans le monde. C'est une signature, hein, citoyen. Citoyen, j'aime bien qu'on m'appelle citoyen et cette qualité-là, cet adjectif me permet de me sentir plus à l'aise qu'avec tout autre titre qu'on me donnerait. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que le Cameroun est en quête d'une véritable citoyenneté responsable. Et qu'est-ce que vous y mettez? Et chaque fois qu'un Camerounais peut estimer qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se positionner comme un véritable citoyen, il doit en être fier de porter, parce que ce titre de citoyen-là, il a été totalement galvaudé dans notre pays et il est important que les Camerounais qui se battent pour que les choses changent, pour qu'un mieux-être s'installe dans notre pays, qu'ils puissent arborer la qualité des citoyens et qu'ils assument cette qualité avec tous les contours et les obligations que cela entraîne. Le citoyen, c'est celui-là qui, ayant compris les normes sociétales, le fonctionnement d'une société normale, essaye de faire tout, de ne pas être à courant, mais de faire ce qu'il faut pour que la société, pour que chaque personne dans la société se sente à l'aise. Et c'est en cela que je m'inscris, au-delà des différentes qualifications, qu'il s'agisse des qualifications professionnelles, académiques et autres, c'est celle de citoyen qui me semble la plus appropriée. Et dans votre environnement, vous voyez que c'est un état d'esprit, vous voyez que l'opinion au Cameroun, que les acteurs se comportent en citoyens tel que vous le définissez? Cette citoyenneté est à construire au Cameroun. Elle est en construction. Simplement, ça pose une dialectique importante. C'est-à-dire, en même temps, ça s'oppose au fait qu'on voudrait, il y a une certaine école qui voudrait dire que les Camerounais ont besoin d'être éduqués, d'être formés, Non, c'est pas de ça qu'il est question. Les Camerounais sont bien éduqués, ils sont des gars très intelligents, mais le contexte les amène souvent à s'écarter de la norme sociétale, du fonctionnement collectif, de coexistence citoyenne dans une société. Et donc, c'est ça qui est la dialectique. C'est-à-dire que d'une part, on a des gens qui sont sensés, mais d'autre part, il y a une société qui amène les gens sensés à être à l'inverse du sens, à la réalité. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsque on se retrouve dans des villes comme Yaoundé ou Douala avec des bouchons souvent, c'est tout simplement parce que la citoyenneté a foutu le camp. C'est-à-dire que les gens qui attendent par exemple le taxi décident de couper la chaussée en trois. Les 2 tiers sont occupés par les gens qui attendent le taxi et là 1 tiers pour les taximans qui vont venir peut-être prendre. Et du coup, quand le taximan il s'arrête, tout le monde s'arrête derrière le taximan et du coup ça fait un bouchon dans toute la ville et tout le monde est bloqué. Simplement parce que des gens, à un moment donné, se sont accommodés au désordre, aux non-citoyens. Et du coup, ça crée un problème pour tout le monde. Donc, il faut qu'on ramène les Camerounais à une culture citoyenne qui amène chacun à pouvoir comprendre que le qualificatif de citoyen, on doit être fier d'en porter parce que ça a un contenu et chacun doit être porteur de ce contenu pour le mettre en œuvre au quotidien. Et je dois observer que votre bataille est ardue.
Je ne vous le fais pas dire. Vous avez perdu combien de kilos entre-temps depuis que vous y êtes lancé? C'est curieux, c'est plutôt que je prends des kilos. Ah bon? J'en prends des kilos, alors qu'à la réalité, le niveau d'énergie, hein, la somme d'énergie que j'y mets depuis pratiquement aujourd'hui un quart de siècle aurait pu faire que je devienne très squelettique. Mais simplement, le Seigneur, peut-être parce que je suis croyant catholique, le Seigneur a peut-être voulu que ça ne pèse pas sur mon corps physique. Peut-être sur mon corps spirituel, ça pèse beaucoup. Alors, quelques parchemins obtenus: doctorat 3e cycle en droit, en droit public, maîtrise en droit public, maîtrise en analyse et politique économique, licence droit public, licence en sciences économiques, certificat international des droits de l'homme de l'IIDH de Strasbourg, Institut René Cassin. Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Il y a un des parchemins que je voudrais quand même préciser que je n'ai pas obtenu, il était en cours. C'est-à-dire la maîtrise en sciences économiques. Sciences économiques, la maîtrise en sciences économiques, en politique et en sciences et politique économique. Ça, il était en cours, je l'ai finalisé, j'ai finalisé tous les cours, mais je n'ai pas pu l'obtenir. Je pense que j'aurai le temps de l'obtenir, mais tous les autres, ça va. C'est la course au diplôme? La course au diplôme? La course au diplôme, oui, peut-être pas au diplôme. C'est ça qui est un problème sérieux. Mon rapport au diplôme n'est pas ce rapport tellement objectif, tellement carré, qui peut-être anime aujourd'hui un certain nombre de Camerounais. Je suis plutôt dans la course au savoir, à la connaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, je suis encore en quête d'autres types de savoirs dans d'autres domaines. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres circonstances ou aujourd'hui. Mais simplement, au Cameroun, on a un problème réel par rapport au diplôme. Depuis 1993, pratiquement, du début des années 90, le type de système que nous avons à Yaoundé a fait que la problématique, ou alors la bataille, la confusion entre le contenu et le contenant, a fait que la réforme universitaire 93 pousse davantage un bon nombre de Camerounais au contenant, au détriment du contenu. Donc vous aurez beaucoup plus de diplômés qui n'ont pas le savoir que le diplôme dont le diplôme matérialise. Mais c'est comme ça que le système a été façonné. Donc vous aurez beaucoup de masters, titulaires de master, de doctorat, maîtres de conférences, professeurs titulaires et autres. Mais simplement, le contenu souvent peut problème. Alors je préfère une société qui plus s'adosse sur la course au contenu et non au contenant. Le contenant doit venir valider des savoirs et non déterminer le savoir. Je présume que vous faites cette précision parce que vous êtes réellement dans le contenant. Je suis toujours et en quête du contenant. C'est pour ça que même à mon âge aujourd'hui, je cours après des contenants, des contenus, pas du contenant. Alors j'observe que vous n'avez pas forcément fait tout votre cursus scolaire et académique au Cameroun. Bien entendu, vous m'amenez à faire une précision importante. Il faut éclairer les Camerounais sur un aspect de ma vie. Je suis né dans une bourgade et j'ai grandi dans une petite bourgade ici, pas très loin de vos studios. J'ai grandi dans les quartiers qu'on appelle ici Barcelone. À l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville. Et j'ai opéré beaucoup dans le secteur qui s'appelle la douche municipale et tout. J'ai fréquenté au lycée de Nebel, ici à Douala, et dans d'autres établissements dans la même ville de Douala, sans compter mon Banjul natal, où j'y étais, parce que je suis quand même un fils et prince Banjul. Il ne faut pas oublier de le dire. Et donc, un certain nombre de circonstances m'ont obligé à faire un certain nombre d'établissements en même temps. Peut-être le décès de ma maman très tôt. Et ensuite, je suis allé en France très tôt aussi. Donc, une partie de mon cursus est au Cameroun, une partie en France. Pour résumer, vous faites le primaire au Cameroun, le secondaire aussi? Oui, le secondaire, une partie jusqu'en classe de... Primaire à Banjul? Jusqu'à 4 premières aussi. Ah, Banjul jusqu'en première? Hein. Non, pas du tout. Je n'ai fait qu'une seule classe à Banjul. Laquelle? La classe que je fais à Banjul, c'est la classe de 5e que je fais à Banjul, au CS de Banjul. Le reste, je le fais ici, à Douala. Je crois que nous sommes à Douala. Oui. Donc, vous avez commencé le primaire à Douala? J'ai fait le primaire à Douala. Les navettes de ma mère m'ont amené à faire à Banjul. Qu'est-ce qui explique ces navettes? Elle était fonctionnaire? École publique de Tessé. Tessé, c'est un petit village, un petit quartier à Banjul.
qui existe aujourd'hui. Banjul a été rayé de la carte, il faut le signaler. Hein. Banjul a été pratiquement rayé de la carte dans le cadre de la réorganisation administrative. Ça appartient aujourd'hui à ce qu'on appelle le département de Konki, hein, qui se divise en 2 arrondissements. L'arrondissement de Pété, l'arrondissement de, je crois, de Demdeng, quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué à comprendre, mais j'ai fait cette petite école-là, école publique de Tessin, et ensuite j'ai fait l'école publique de Nebel, même ici à Douala, et le lycée de Nebel ensuite, et j'ai été obligé de me déplacer pour d'autres circonstances moins académiques pour aller en France. Hein, où vous n'étiez pas persécuté? Non, à ce moment, je n'étais pas encore persécuté. Alors, qu'est-ce qui explique ce... Il faut dire les choses comme elles sont. Ma persécution va commencer de manière sérieuse. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui explique donc mon départ? Votre départ. Mais j'ai saisi les opportunités comme tout jeune Camerounais à ce moment-là. Non, j'ai jamais été boursier de l'État du Cameroun. Il faut toujours le rappeler, j'ai jamais été boursier. Je pars en France avec mes propres moyens. Peut-être pas les moyens que j'ai... les moyens relationnels que j'ai pu mettre en œuvre pour pouvoir, obtenir mon passeport, ensuite obtenir la possibilité de pouvoir sortir pour arriver en France. Et on est sur un plateau sérieux, il faut le dire. En même temps que je suis à l'école, au collège, je suis très très fan de musique. Il faut le dire. Et donc, avec d'autres camarades, ce n'est pas l'objet ici de cette émission, avec d'autres camarades musiciens qui sont sur la place camerounaise encore aujourd'hui, on va faire des travaux qui nous permettront et qui vont m'aider aussi dans le cadre de ma poursuite de mes activités. Alors en France, vous commencez votre cursus scolaire à quel niveau? En France, je commence en terminale. D'accord. Ouais. Et en même temps, je dois continuer à faire la musique que j'étais en train de faire avec un certain nombre de gens. Et je suis obligé d'interrompre pour revenir au Cameroun parce que je suis... ça fait partie d'un moment triste de ma vie, 88-89, où je suis très très frappé. Je vais revenir au Cameroun dans des conditions extrêmement... permettez que je n'y revienne pas là-dessus. Et j'abandonne ainsi un cursus de droit que j'ai commencé à Paris 9. Et j'arrive au Cameroun. Et après ma guérison, après cette phase triste sur laquelle je ne veux pas revenir, je me retrouve à l'université de Yaoundé, du Cameroun, en 89. Nous allons faire de 89 à 93 avec les amis, pour engager la révolution universitaire que nous avons ensemble avec les autres amis menée, parce que je viens d'un environnement où je vois les choses fonctionner d'une certaine manière. Et je trouve à Yaoundé un environnement tout autre. Et naturellement, ce n'est pas possible de s'accommoder avec cet environnement-là. Et donc, avec des amis, nous allons nous retrouver au cœur de la bataille pour faire bouger les choses de cette année 90 pratiquement jusqu'à 93, qui va être peut-être la fin de ce cycle assez important. Donc toutes mes arrestations auxquelles vous avez fait part 26. Ouais, commencent à partir de... Vous permettez avant d'y arriver, parce que ce serait important pour la suite. Tout à fait. Vous étiez quel genre d'élève avant l'université où vous semblez devenir, je ne vais pas dire rebelle? Toujours... j'ai été toujours un élève très très rebelle, particulièrement. Je m'imagine bien. Oui, je parle d'élèves même, hein, c'est-à-dire à partir du secondaire, du primaire. Déjà, élève contestataire. J'ai quelques faits d'armes au niveau du primaire et ma mère fait maman à une manière qui me rappelait encore des risques que j'ai eus avec mon directeur d'école. Hein, parce que toujours à reprendre vos professeurs, vos enseignants. Voilà, donc il fallait naturellement, j'étais... ma nature personnelle ne me prédisposait pas à l'injustice. Que l'injustice s'adresse à moi ou à ceux qui sont autour de moi. L'injustice, vous la définissiez comment? Selon votre point de vue ou selon l'environnement, c'est-à-dire le cadre juridique, les lois en place? Vous convenez avec moi qu'à partir à l'école primaire, je ne connais pas encore ce qu'on appelle cadre juridique. Encore moi au secondaire, je ne sais pas de quoi on parle cadre juridique. En fait, c'est-à-dire la norme, c'est-à-dire pour moi, j'estime qu'il y a des normes sociétales. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'un individu puisse subir ce que la collectivité n'est pas en droit de subir. Hein. Donc, c'est-à-dire quand on s'écarte, quand des gens peuvent avoir des sanctions personnelles dirigées de manière personnelle, ça me semble être des injustices.
parce qu'une sanction doit être collective et doit s'appliquer, c'est-à-dire que des règles doivent s'appliquer à une collectivité, hein, ce soit une classe, une école, un lycée, mais pas à des individus. Chaque fois que, pour des raisons qui ne sont pas des raisons applicables à tout le monde, hein, un individu est frappé, je me sens concerné de manière fondamentale. Donc, et justement, comment vous l'exprimiez? Vous boudez les cours? Vous repreniez votre enseignant? Vous étiez physiquement violent? Comment vous l'exprimiez, cette révolte, si on peut le dire comme ça? D'abord, première chose, en apportant assistance à toute personne qui était victime. C'est-à-dire que... je fais un dessin. Hein. De manière directe. Vous êtes dans une salle de classe. Oui, voilà. Vous estimez que votre camarade est injustement puni par l'enseignant. Oui. 3 ou 4 coups de bâton. Vous faites quoi? Vous venez arracher le bâton? Non, vous portez garant, vous dites je préfère prendre ces coups? Non, je peux pas faire comme ça, c'est pas possible. Je me lève pour dire c'est pas juste. Ah. Naturellement, l'enseignant, il va me mettre aussi à côté de l'autre et je vais subir la même sanction que lui. Mais simplement, je m'arrête pas là. Je vais ruminer, c'est ça le côté négatif de mon être. Je vais me mettre à construire des plans pour essayer de régler le compte de cet enseignant. Hein, c'est-à-dire même en dehors de l'école. C'était ça à l'époque. Hein. Ça m'a fait faire des arts martiaux à l'époque et tout, parce qu'en fait, on est dans un univers un peu de... Il fallait se défendre. À la réalité, il fallait se défendre. Peut-être parce qu'on a provoqué soi-même, mais il fallait se défendre. Et ça m'a coûté très cher parce que... Justement, je voulais savoir si cette attitude n'a pas eu un impact, sur vos études. Oui, ça a eu un impact très sérieux. Vous avez repris des classes à cause de ça? J'ai pas repris de classe. D'accord. Mais j'en étais à un doigt de reprendre une classe. Parce que j'ai été, avec quelques autres amis, 3 autres amis, exclus de manière solennelle d'un établissement scolaire, d'un lycée de la place, simplement pour indiscipline. Hein? Donc on peut dire de vous que vous étiez un élève indiscipliné, oui, peut-être. Je ne sais pas si défendre les autres peut se mettre aux côtés des plus faibles, entre guillemets, à un moment donné, peut être qualifié d'indiscipline, alors j'étais indiscipliné. Nous avions été traduits au conseil de discipline, malgré le fait que nous 3, nous avions les 3 premières notes de l'établissement à l'époque. Nous 3, nous étions les 3 premiers, mais on nous exclut quand même. Hein? Mais on nous exclut. Mais en même temps, comme on avait quelques petites qualités, hein, vous savez, à l'époque, ici à Douala, dans la ville de Douala, il y avait un élément qui structurait les rapports entre les élèves. C'était les concerts scolaires. Okay. Et les concerts scolaires entre les établissements scolaires, c'était vraiment des véritables compétitions qui créaient un engouement extraordinaire entre les élèves. Et donc... votre position en tant que principal responsable d'un orchestre dans une école, dans un lycée ou dans une école privée, à la réalité, vous prédisposez à être sollicité par les autres, ne serait-ce que dans le souci de pouvoir être parmi les demi-finalistes ou les finalistes de l'année prochaine, ce qui avait un élément de publicité réel pour les collèges privés, hein, qui pouvaient, par le biais de cette posture de leadership dans ce domaine-là, capter d'autres élèves. Et donc, j'en ai profité de cette position, quasiment assez accidentelle, pour ne pas pouvoir reprendre une classe du fait que j'avais été exclu pour indiscipline avec les autres, alors qu'on était les meilleurs. Alors, à l'université de Yaoundé, vous vous retrouvez donc du côté de ceux au début des années 90 qui se mettent à la révolte. Vous allez accepter le terme comme ça? C'était de la révolte? Je ne sais pas s'il faut parler de la révolte. Parce que la révolte a un sens un peu, a un contenu beaucoup plus fort. D'où l'insistance sur le mot. Oui. Vous savez, on est en 90 à l'université. Et il y a 2 faits majeurs. Ceux qui étaient avant la génération 89-90 avaient non seulement une bourse, la bataille était plutôt sur avoir une place à la cité universitaire, au-delà d'avoir une bourse. Hein, c'est-à-dire chaque mois vous partez, vous touchez de l'argent et puis bon, vous allez aller peut-être au resto avec 75 francs, avoir votre plat bien charnu, un quart de poulet avec... donc voilà, peut-être d'autres n'appréciaient pas, mais il y avait quand même que l'étudiant ne déboursait rien à l'administration universitaire, mais en recevait tous les mois, c'est pas par an, c'est tous les mois qu'il en recevait une bourse. Donc on arrive à un moment extrêmement important qui est, je crois, 90, la bourse est annulée.
et qui est 92, je crois, 93, la réforme arrive et puis il faut payer. Hein, il faut payer. Donc c'est un contexte assez particulier. Et nous sommes en 90. Contrairement, je ne vais pas faire jeter l'opprobre sur l'université aujourd'hui, mais au moins en termes de ratio, c'est-à-dire les détenteurs du contenu dans les années 90 par rapport au contenant, on pouvait parler du ratio 90-10. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux qui se battaient pour avoir un contenu, qui avaient un contenu véritable, étaient 90 sur 100. Hein? Et seulement 10 avaient un contenant sans avoir le contenu. Alors que les rapports sont inversés aujourd'hui. On a peut-être du 50-50 quand c'est extraordinaire et peut-être du 70 contenant et 30 contenus simplement. Donc à ce moment, on a une université avec des étudiants qui peuvent questionner la société, questionner d'abord leur université, sa gouvernance, ses dirigeants, et puis se positionner idéologiquement, stratégiquement et opérationnellement par rapport à cet environnement. Et c'est ce questionnement-là qui amène naturellement le corps universitaire de l'époque, que ce soit le corps estudiantin ou le corps enseignant, à se positionner sur le questionnement, la remise en question de l'université dans son fonctionnement à ce moment-là. D'où, naturellement, le lancement des mouvements de 1990 qui vont connaître, en fait, il ne faut jamais oublier de rappeler qu'il y a quand même une corrélation. Je ne veux pas être de ceux qui pensent que c'est né de l'université ou c'est né de Bamenda ou j'ai passé. C'est pas ça le débat. Mais je vais dire qu'il y a une corrélation directe entre les événements de Bamenda qui ont permis la naissance de l'université en mai 90 et les événements de l'université de Yaoundé, puisque ça se fait simultanément entre Bamenda et Yaoundé. C'est très important. Et donc, la remise en question de la gouvernance universitaire, à ce moment-là, en fin 89, début 90, est au cœur du processus révolutionnaire que le Cameroun a connu au début des années 90. C'est important de le signaler. À ce moment-là, on a des chanceliers à l'université, un seul chancelier. Pas des. Il y a un chancelier, il y a une seule université au Cameroun, une seule université d'État. Il n'y a pas encore eu la réforme qui permet d'avoir des universités privées. Donc, quand on est à l'université, c'est l'université de Yaoundé. Il y a une seule université à ce moment-là. Et donc, les étudiants, à ce moment-là, étant très avertis, questionnent l'université et se rendent compte que les doléances qu'ils formulent à l'endroit de l'institution universitaire ne trouvent pas des réponses auprès de l'institution universitaire. Et donc, ils comprennent que l'institution... passer par la force. Non, c'est pas ça. Le débat n'est pas celui-là. L'institution universitaire ne pouvant pas répondre aux doléances de l'université, l'université se rend compte que, à la réalité, ces doléances doivent être formulées ailleurs. Voilà comment des préoccupations essentiellement académiques initialement. Donc, tout en restant dans le campus, on sort des batailles estudiantines. Deviennent des préoccupations nationales. Et on engage des batailles politiques. Oui, puisque à la réalité, on se rend compte que c'est le politique qui peut résoudre le problème. Monsieur le chancelier et son équipe ne sont pas aptes à résoudre des problèmes qui sont posés, qui sont des problèmes structurels, qui sont des problèmes vraiment structurels. À quel moment franchit le pas entre la revendication pacifique qui aurait pu l'être au mouvement, j'ai failli dire de rébellion, au mouvement, aux manifestations brutales? Bon, d'abord, il faut mettre en musique deux éléments importants. Lorsque des gens pacifiquement viennent faire des revendications, vous comprenez que les étudiants n'ont pas d'armes. Ils ont leur crayon, ils ont leur parole. On leur a dit que l'étudiant essaye de conquérir des fondamentaux qui lui permettent de structurer l'analyse, de questionner la société dans laquelle il vit. Et à partir de cet instant-là, il peut questionner, il peut utiliser ses armes, la plume, c'est-à-dire le stylo qu'il a, et la parole. Et lorsqu'il utilise cela, qui collectivise sa revendication, on estime qu'il devient rebelle. Et quand la réponse qu'il a en face de lui, c'est une réponse violente, naturellement, il se structure pour répondre à la violence. Alors, dans ce mouvement-là, quelle était votre place? Vous étiez parmi les leaders, vous étiez parmi ceux qui pensaient le projet de revendication, vous étiez de ceux qui étaient dans la foule, dans la masse et qui suivaient le mouvement? Bon, je ne vais pas vous donner les bons rôles, parce que je suis devant vous. Je veux simplement dire que, ayant acquis un certain nombre d'éléments, les fondamentaux d'analyse qui me prédisposaient à avoir une petite avance sur certains de mes camarades, j'étais l'un des théoriciens de la Révolution. À côté d'autres
nous étions ceux qui pensions le mouvement dans l'ombre à un moment donné. Et c'est pour ça que le pouvoir de Yaoundé avait compris. C'est pour ça que les arrestations ont commencé. Hein, il a fallu nous neutraliser à certains moments. Donc, il y avait quand même d'autres leaders plus importants en termes de popularité, dont leur rôle était de mobiliser les étudiants, de mobiliser les corpus étudiantaires dans les revendications qui étaient les nôtres. Mais j'étais de ceux qui pensaient le mouvement, qui structuraient idéologiquement le mouvement. Et dont j'assume ce rôle de manière réelle. Et lorsque j'ai été interrogé en 91, 12 et 13, dans les PV que vous aurez, qui se trouvent dans les services d'intelligence camerounais, c'est ce que j'ai rappelé. Je n'avais pas de honte à dire que j'ai participé à théoriser le mouvement de revendication. Mais simplement, ce mouvement avait quand même, lorsque ça a pris de l'ampleur, il y a eu quand même des leaders qui l'ont porté sur le plan populaire, tels que mon ami Saint-Photocam, qui avait créé la coordination des étudiants camerounais de manière officielle et qui enseignait philosophie dans un établissement dans la région de la Sanaga maritime, je crois, à l'époque, hein, tout en étant scotché à l'université de Yaoundé. Hein, dans le département de philosophie où il en était un des responsables. À côté de lui, il y avait d'autres leaders tout aussi populaires, comme le trio, hein, qui a eu plus de popularité, le général Schwarzkopf, Tala Corentin, hein, Colin Power, pour dire Imga, qu'on appelait Abou Nidal. Vous voyez les noms, hein, Schwarzkopf, Colin Power et autres. Ça répondait à une époque précise, parce que le mouvement naît au moment où il y a la guerre du Golfe. Absolument. Hein, et donc, parce que les étudiants, ils ont les fondamentaux pour analyser, ils sont bien formés, ils apprennent, et ils se positionnent par rapport aux positions idéologiques des deux camps qui étaient en conflit, c'est-à-dire le camp des alliés, entre guillemets, hein, parce que vous avez dans les leaders de l'époque, vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, les Tarek Aziz, hein, qui est aujourd'hui en Allemagne, vous avez tout ce monde-là, chacun a un nom de code, hein, et puis mon nom de code à l'époque, c'est Carlos. Carlos. Voilà. Pour terrible Carlos. Oui, pour tous mes amis. Donc nous structurons ce mouvement-là, et ça connaît ce que ça a connu. Je ne vais pas entrer dans ces détails, sauf si vous me les demandez, des aspects bien précis à la réalité. Donc, il y a des leaders qui portent le mouvement sur le plan populaire, sur le plan communicationnel, et nous structurons le mouvement sur le plan stratégique. Hein, alors, il faut noter qu'à l'époque, pour porter ce mouvement, je vous fais créer avec les autres camarades un journal qui s'appelle SOS News, qui se vendait en 20 000 exemplaires. Hein, chaque fois, nos gars, quand ils vendaient, la police était en train de les suivre par derrière, mais simplement on les vendait quand même. Et j'en étais le directeur de publication. Hein. Et à cette occasion, combien de fois aviez-vous été interpellé? Non, ce n'est pas à cette occasion. Ah, de ce moment-là à ce jour, c'est pratiquement 26 arrestations. Bon, pendant les manifestations de l'Université Yaoundé, vous n'étiez pas de ceux qui ont été interpellés? Pendant les manifestations qui ont eu lieu au début des années 90 à l'université? Mais je vous dis de ce moment-là, à nos jours. Ce moment-là, simplement, jusqu'en 93, il faut compter environ 16 arrestations. Ah, d'accord. Hein? Entre 92, entre 91 entre 90 et 93. Oui. 16 arrestations. Oui, dont l'une a coulé beaucoup d'encre. Toute la presse camerounaise, ça a fait beaucoup. Tous vos collègues, d'ailleurs, comme Zachary Nieman, a eu tous ces problèmes à cause de cette arrestation, parce que je venais faire une interview pour RFI, et donc il était le correspondant. Et la police de M. Fauchevet m'a arrêté à l'entrée de chez lui, et il fallait qu'il s'explique. Pius Diawé n'a pas voulu laisser passer. Hein. Il dit non, c'est toi qui as été le traître, il faut que tu t'expliques. Donc toute la presse s'est mise sur cette affaire-là. Zachary Nieman était obligé de s'expliquer pour dire non, vraiment, c'est peut-être qu'on a suivi ces conversations pour savoir que tant. Donc, enfin, il y a eu tout autour. Donc, je vais dire, de cette période-là jusqu'à nos jours, mais jusqu'en 93 seulement, c'était le nombre d'arrestations que je viens de vous dire. Et accompagné de tortures. Mais seulement avant cette période, lorsque je reviens ici en vacances en 1987, je suis arrêté à l'aéroport de Douala et je suis gardé ici à la BM pendant près de 26 jours. Parce qu'avant 1987, vous étiez déjà identifié comme activiste.
parce que j'avais écrit un projet d'ouvrage. Il y avait des gens qui... vous savez, les services d'intelligence à l'époque fonctionnaient. Je ne sais pas s'ils fonctionnent tous de la même manière, mais des gens pouvaient simplement, parce que vous avez causé avec eux autour, dans un restaurant, construire leur petite histoire pour faire une fiche sur vous. Et la manière dont la fiche sera appréciée déterminera la manière dont les services d'intelligence vont vous gérer. Si vous êtes au Cameroun, peut-être qu'on vous intimidera, on va vous faire disparaître, je ne sais pas comment, mais simplement, si vous êtes à l'extérieur, comme à l'époque j'étais à l'extérieur, je me retrouve à l'aéroport de Douala, ma famille est en train de m'attendre et je n'arrive jamais. Et je me retrouve ici à Mbopi, hein, plus tard pour être transféré à Yaoundé. Alors vous dites que vous avez été torturé, qu'est-ce que vous y mettez? Ça consistait en quoi les tortures que vous avez subies? J'ai été énormément torturé. Hein. Vous voulez que je revienne là-dessus? C'est quand même assez douloureux. Ça fait partie de l'entretien. Oui, si vous voulez savoir. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de concessions sur un certain nombre de gens qui ont des éléments de pouvoir, en usent et en abusent. S'ils me déshabillent là, je ne vais pas le faire pour votre... Par pudeur, bien sûr. Par pudeur, vous verrez quand même que mes jambes en ont subi des coups sérieux. Vous êtes passé au fer à repasser? Non, je suis jamais passé au fer à repasser. Les méthodes étaient différentes. Je ne vais pas les décrire ici. Pendant près de 21 jours, j'ai subi les pires tortures qu'on puisse subir à Yaoundé. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais sachez que j'en ai subi suffisamment pour que ça puisse laisser des stigmates qui sont encore présents sur mon corps aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, à l'époque. Et quel âge j'avais pour subir ça? Donc, quel âge j'avais? Beaucoup d'autres Camerounais n'ont pas eu la même chance que moi, peut-être d'autres en ont laissé leur vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer par perte et profits un certain nombre de choses qui sont dites sur des périodes importantes. Je vais rappeler quand même que sur ce plan précis, que j'ai un ami dans cette ville qui s'appelle Anissé Kane, par exemple, que j'ai connu au tribunal militaire. Lorsqu'il racontait dans l'affaire avec Yondo Black et Henriette Ekoué et autres, il m'a séduit, entre guillemets, pas séduit sur le plan... Je veux dire, il m'a montré que c'est un militant. Et quand il racontait ce qu'il a vécu, je me rappelais ce que moi j'ai vécu pendant que j'étais là, quelques années avant. Et Anissé, depuis ce jour-là, est devenu, quoi qu'on dise, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de sympathie. Parce que quand vous êtes passé par là, il y en a qui passent et qui n'ont plus la possibilité de témoigner, parce qu'ils ne sont plus là. Il n'y a personne pour témoigner, parce qu'il n'y a pas eu de témoins oculaires qui vivent encore. Donc, j'ai cité son cas, parce que c'est dans ces conditions que je le connais, que je le rencontre. Je rencontre Anissé Kane lorsque, étant détenu au tribunal militaire, je crois qu'il a une permission pour aller à l'hôpital CHU. Et c'est là où je le découvre. Mais je le découvre et je le rencontre parce que je l'ai écouté parler au tribunal militaire. Et ce qu'il racontait de ce qu'il a vécu n'était pas très loin de ce que quelque temps avant, tout petit, beaucoup plus petit qu'eux, j'avais subi. Hein, et donc plus tard, quand vous verrez le ministre Contu Communique, à l'époque était ministre de la communication, dire par exemple Kabamenda, ceux qui sont tombés sous les balles, c'est parce que quelqu'un aurait dit couchez-vous, et qu'à l'université Yaoundé il y a eu 0 mort, vous avez été surpris. J'assume le fait d'avoir publié un journal qui s'appelait SOS News. Dans sa 4e édition, nous donnons une réponse dans un article signé de M. Kwayep, une réponse au ministre Concho. C'est des faits historiques, on ne revient plus là-dessus fondamentalement, mais il faut quand même parler. Nous disons voilà les morts, absolument, les tués par balle, hein, du régime Biya de l'époque. C'était une certaine manière de répondre à la commission de Mme Mbala, Odile Mbala, qui avait, parce qu'il faut noter qu'à l'époque, après nos différentes manifestations, le président, M. Biya-Paul, avait quand même consenti à la mise en place d'une commission d'enquête qui était pilotée, je crois, à l'époque par Mme Odile Mbala, qui était avocate. Et cette commission qui a dû remettre son rapport au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de l'époque, le professeur Augustin Conchou-Komeni, qui a cru devoir déclarer dans un point de presse assez sélectif
Et c'est pour ça que je tire mon chapeau. Je profite de votre plateau pour tirer mon chapeau à M. Tchunk, Séverin, qui c'est par lui que l'expression zéro mort est arrivée à la réalité, à la suite de la question qu'il a posée à M. Conchou, pour dire non, il y a eu combien de morts, et le ministre a répondu, il y a eu zéro mort, vraiment zéro mort. Et le lendemain, il a titré, j'ai rencontré Staline, il s'appelle Conchou combien. Bon, donc, pour dire que la déclaration du ministre Conchou était en contexte. Je crois que dans une autre émission concurrente à celle-ci, il s'est réapproprié les mêmes propos, il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Bon, je ne l'interroge pas, chacun assume ce qu'il a à dire. Mais nous savons que nous avons perdu des camarades à l'époque, énormément de camarades. Et il faut le dire. J'ai personnellement piloté l'opération pour mettre en exil une centaine de mes camarades, parce que leur nom était dans une liste noire. De gens que je peux citer, ce n'est pas nécessaire, sur ce plateau des aînés, qui nous ont aidés à mener ces opérations. À côté de cette opération. Vous censurez depuis là. Comment? Si vous aviez des jokers, vous en aurez déjà épuisé. Bon, je les ai déjà tous épuisés. Allons-y. Mais simplement, je voulais dire que à côté de l'opération Exodus, on a eu l'opération Exodus et une autre opération, 2 opérations qui ont permis que nous puissions exfiltrer nos camarades qui étaient menacés de mort du Cameroun. Je suis de ceux qui sont restés, on n'est pas très nombreux, qui étaient dans la même situation, à être restés au Cameroun. Je présume donc que vous attendez le tribunal de l'histoire. Il faut tirer le chapeau d'honneur à des gens comme Sinjun Pokam, comme Djekam Tchamni à l'époque et tout, qui ont contribué tous à ce que Exodus se passe bien et que certains jeunes Camerounais... Exodus, c'était l'opération d'expatriation. Tout à fait, d'exfiltration. D'exfiltration. Des combattants qui étaient sur la liste noire et dont la vie était menacée et qu'il fallait absolument faire sortir du Cameroun. Et nous sommes fiers aujourd'hui de savoir que... Il y en avait environ combien? Je vous dis que nous avons exfiltré près de 112 personnes dans ces 2 opérations. Et je peux vous rassurer, M. Dipita, que sur ces 112 personnes, 90% aujourd'hui ont au minimum un doctorat, pour ceux qui ont suivi un cycle classique. 90%. Ça s'est fait avec la complicité des pays amis? Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important d'en parler? On appréciera plus tard, puisqu'on va parler des relations entre les hommes et les acteurs. De toutes les façons, la plupart des pays qui comptent n'ont pas fermé leurs portes lorsque nous avons frappé à ces portes. Il faut noter que des gens comme Tala Corentin, comme Yimga, comme le trio, n'a pu avoir la vie sauve que parce que la Commission européenne de l'époque a accepté de les prendre comme réfugiés dans leur pays. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun et même de l'Afrique francophone, qu'on retrouve des citoyens réfugiés dans leur propre pays dans une représentation diplomatique. C'est important. Donc, voilà, et c'était des étudiants parlementaires. Et ces étudiants parlementaires, quand je dis parlementaires, c'est-à-dire qui appartenaient au mouvement estudiantin qu'on appelait le Parlement estudiantin. C'était les principaux leaders de l'époque. Après que Saint-Photocam ait été arrêté et tout, c'était les 3 là qui sont allés, ils n'ont pu avoir la vie sauf que parce qu'ils sont allés se réfugier dans cette représentation de la Commission européenne au Cameroun. Et il a fallu des négociations entre l'État du Cameroun, un certain nombre de nationalité camerounaise et la Commission européenne pour que finalement ils puissent être libérés, entre guillemets, et mis sous haute protection. Il faut tirer le chapeau à des gens comme le bâtonnier Charles Tchungan, comme le professeur Chandatonnet, qui ont joué un rôle important pour que ces jeunes de l'époque, ses camarades, ses amis, puissent pouvoir avoir la vie sauve et qu'ils, dans cette négociation diplomatique, puissent en sortir. Donc, il ne faut pas toujours jeter l'opprobre sur le corps diplomatique et sur les pays amis. S'il n'y a pas eu la Commission européenne, je ne sais pas si ces camarades-là auraient pu rester en vie à la réalité. Et quel sentiment aviez-vous eu lorsque vous avez vu les conclusions de la tripartite? D'abord, première chose, avant la tripartite, il faut noter, vous avez posé une question, j'ai contribué sur ça, sur la commission Mbala. Ouais. Je crois qu'il faut rappeler que la commission Mbala n'a pas dit la vérité. La commission d'enquête? La commission d'enquête sur les morts à l'université. En quoi? Non, parce qu'il y a eu un raid à la réalité. L'université était totalement prise en otage. La franchise universitaire avait cessé d'exister.
Il faut le rappeler pour que les gens comprennent. Et donc, messieurs Titi Sozoa et messieurs, comment il s'appelle, il est mort, paix à son âme. Il vient de décéder d'ailleurs, monsieur le secrétaire général adjoint des services de la présidence ou de la primature, monsieur Arbotabi. Arbotabi, le professeur. Oui, le professeur Arbotabi. Oui, ces personnes. Qui était entre-temps chancelier aussi. Voilà, oui, chancelier. Bon, donc ces deux personnages n'ont pas que joué un bon rôle à la réalité. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé de faire construire un mur qui a coûté 300 millions de francs. Donc le mur que vous voyez en Guakelé, c'est ce mur qui a été construit à ce moment-là, parce qu'il fallait créer une franchise, pas pour sécuriser le savoir à l'université, la production d'un savoir libre dans un espace totalement libre, mais davantage pour essayer de cantonner les apprenants, les étudiants en quête du savoir, dans un espace militarisé où ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir parler. Et donc, ça c'est important de le dire. Et quand on bloque cet espace, et que le 2 mai, il y a ce raid qui va se poursuivre, parce que le 4 et le 6 mai, c'est des dates extrêmement... Nous sommes en 91. Oui. C'est des dates importantes. Quand il y a ce raid à Bonamoussadi, où les gens se retrouvent dans l'eau et tout. Bonamoussadi, pour la gouverne des téléspectateurs, c'est une localisation... non loin de... C'est une cité universitaire en fait. C'est une chose extrêmement grave à ce moment-là. Et donc, tout le monde est obligé de fuir. Le campus se meurt à ce moment. Et donc, tous les étudiants vont rentrer dans leurs différents villages et tout. Et après, un éminent universitaire camerounais va avoir la mission de concevoir la fameuse réforme de 93, qui va naturellement tuer l'université de manière définitive. Ou au moins, il y a un aspect positif. Ça a créé 6 universités. Immédiatement, ça, c'est les aspects positifs. Université d'État. Oui, les universités d'État, mais au moins les fondeurs et enseignants vont être envoyés en Ngaoundéré. Je crois le professeur Kamto, Maurice, sera envoyé, je crois, en Ngaoundéré. Les AZI seront envoyés à Tchang, ainsi de suite. Donc tous ceux qui étaient perçus comme étant des possibles fondeurs vont être éparpillés dans des pseudo-universités qui venaient d'être créées sur papier, mais dont la réalité opérationnelle était quand même questionnable. Donc c'est pour ça que je voulais, avant d'arriver sur cette histoire tripartite, rappeler quand même que on doit à un moment donné revenir sur ces faits historiques et solder ce compte de cette période. Parce que ça a été une période extrêmement douloureuse où les gens sont tués parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de parler. Moi, je suis resté l'un des seuls courageux au Cameroun à rester et affronter l'adversité. Mais mes camarades sont partis, d'autres sont morts. Ils n'ont pas eu la possibilité de parler de la même manière. Donc, quand on a la possibilité, il faut qu'on le dise que nous n'avons pas gobé, comme on dit, cette histoire de 0 mort. Il n'y a pas eu de 0 mort. Il y a eu des morts directs, il y a eu des morts de notre genre, il y a eu des carrières détruites, des avenirs détruits. Il y a eu des morts directes, des morts collatéraux, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous, comment vous imaginez ce tribunal, entre guillemets, cette phase de thérapie qui pourrait peut-être évacuer cela? Donc, un tribunal à la vérité réconciliation comme en Afrique du Sud? Non, nous avons proposé déjà, on va y revenir peut-être dans le Forange. Je jette les bases avec mes camarades, je jette des bases déjà de ce que j'appelle la commission vérité réconciliation pour plus tard. Mais je chutais sur votre question par rapport à tripartite. Ouais. Parce qu'il faut noter qu'à ce moment-là, la mutation du corps estudiantin, du corps révolutionnaire, du combat essentiellement académique, mais le combat politique est une réalité, ça s'impose d'elle-même. Cette mutation s'impose d'elle-même. Et donc on est obligé de faire cette mutation. Et je voudrais quand même que vous notiez, et que nos téléspectateurs retiennent, qu'à ce moment précis, nos batailles de 90, parce qu'on ne parle pas assez, on aime toujours scotcher l'histoire sur 90, mai 90, Bamenda, Yaoundé et autres. Mais tout cela a été fait avant. Il y a eu d'autres faits. Et je crois sur votre plateau, il faut le dire aussi, si d'autres ne l'ont pas dit. Il y a eu d'abord la cassette, la fameuse cassette de Ndjekam et Gavandi, où ils ont été arrêtés, qui sont les prémices, c'est en 89. L'arrestation des Canets. Et autres, Yondo Black et autres, qui se passent en 80, bien avant les affaires de mai 90, où les gens Michel Tekam, Yondo Black, Anissé Kane, Henri Dekoué, non, je parle de ceux qui sont arrêtés au motif qu'ils veulent créer un parti politique et qui sont détenus et transférés au tribunal militaire.
Et je parle bien de Yondo Black, de Anissé Ekane, je parle de Henriette Ekwe, je parle de Tekam qui ne va pas comparaître à ce moment, qui ne sera pas au tribunal à ce moment-là. Donc je parle de quelques personnes. Donc ces personnes, ce fait précède Bamenda. Et il faut peut-être sur votre plateau rappeler que c'est à l'occasion du procès de Yondo Black au tribunal que l'opinion est informée qu'on arrête des gens pour le parti politique alors qu'on est en train de créer un à Bamenda. Et ça, c'est une déclaration officielle que Maître Mouna, j'étais témoin au tribunal ce jour-là, que Maître Mouna, bâtonnier de l'ordre des avocats, rappelle que, mais pourquoi arrêter tous ces gens ils veulent y créer. Mais nous, je vous dis, madame, monsieur le président, qu'on est en train d'en créer un actuellement à Bamenda qui est là. Donc ces gens ne peuvent pas être. Donc c'est pour dire que la chronologie des faits, de temps en temps, a été travestie dans ces partis, dans ce pays. Et nous, les jeunes de l'époque, quand nous mutons dans les partis politiques, sur l'arène politique, pour la plupart, nous n'adhérons pas aux partis politiques. Parce que vous parlez de la tripartite. La tripartite. Qui concerne des partis. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je serai désormais dans un cadre politique. Dans bientôt, on en parlera peut-être. Mais je n'ai jamais, jusqu'à cette date, adhéré vraiment à un parti politique. Donc, pourtant, le Parlement estudiantin et autres, nous étions dans un parti politique. Parce qu'il faut noter que toute cette bataille de 89 et 90 amène M. Biya-Paul, à ce moment-là, qui, il faut le dire, au début des années 90, a une clairvoyance qui me semble assez subtile. Oui, c'est intéressant. Parce qu'il a posé deux actes importants. Il va d'abord dire non au cadre de son parti, qui s'oppose au multipartisme. Et ça, c'est un fait important qu'il faut mettre à son crédit. Et de deux, tirant les leçons du Bénin, de la conférence nationale du Bénin, il va poser deux actes importants. Il va, mettre en place une commission pour les libertés, pour les lois sur les libertés, et essayer de programmer la mise en place d'une commission pour réfléchir sur quelque chose qui ne sera pas la conférence nationale, puisqu'il la déclare sans objet. Il la déclare sans objet, mais au moins il met quelque chose en place de parallèle. Et sur la commission sur les libertés, on va avoir les lois des libertés de 1990, que personne d'aujourd'hui, aucun juriste, ne peut de manière sérieuse dire que ce n'est pas des bonnes lois. C'est-à-dire les Bipoun, Rona et autres, qui l'ont conçu, ont fait des choses intéressantes. Ça, il faut tirer le chapeau. Et c'est sur la base de ça que les partis politiques vont naturellement être créés, et les associations. Cap Liberté, Première Association des droits de l'homme, Human Rights Watch et l'OCDH de Charles Tsonga. Mais ces associations, naturellement, nous adhérons à Cap Liberté de manière directe, et malheureusement, parce que ces associations vont être en fait le creuset. Les cadres fédérateurs des mouvements de revendication des jeunes, elles seront toutes dissoutes, je crois, en août 1991, après la fameuse attaque d'Intellar, de Stamatiades, qui va faire entrer le REC d'Intellar. Donc ça, c'est important. Et donc, quand la tripartite est annoncée, et que finalement, elle se tient, je crois que vous êtes assez documenté pour savoir que toute l'opposition, toutes les forces du changement n'y participent pas. Il y a eu une décision de ne pas participer. Mais finalement, encore une fois de plus, le pouvoir de M. Biya-Paul est plus réussi sa stratégie. Il réussit à créer de la diversion dans le camp de l'opposition structurée et des forces de changement. Et naturellement, la présence de certains à l'ouverture des travaux oblige les autres à pouvoir se fissurer, à rallier peut-être. Et donc, du coup, c'est les jusqu'au-boutistes qui, en fait, sont des vrais révolutionnaires qui ne seront pas à la tripartite. Alors, pour finir sur cette question et aborder peut-être votre combat ou votre analyse dans le cadre de l'offre Orange, quand vous regardez les conclusions de la tripartite et que vous regardez ce qu'est devenu la vie politique en termes de combat, en termes de rapport de pouvoir entre les dirigeants et l'opposition, qu'est-ce que vous dites? Les Camerounais, qui a priori donnaient leur faveur à certains leaders, se sont vus berner, ou alors simplement que le pouvoir a été plus rusé? D'abord, il faut noter que, il faut le dire, c'est pour l'histoire. La révolution, quand dans les années 90 nous lancions notre bataille, nous étions dans un processus révolutionnaire. Et je l'ai dit dans un ouvrage, la révolution a échoué parce que les forces réactionnaires ont pris le contrôle de la révolution.
Donc du coup, on n'a pas pu aboutir à une révolution normale. Et quand les forces révolutionnaires prennent le contrôle de la révolution, on pense avoir atteint certains résultats, alors qu'à la réalité, c'est tout simplement un jeu de chaises. Hein? L'autre s'est démultiplié et s'est retrouvé. Vous avez été infiltré. Voilà. Et donc, c'est les forces contre-révolutionnaires ont pu, dans une facilité inimaginable, dans le processus entre avril 92 et octobre 92, ils ont pu infiltrer et prendre le contrôle de la révolution. Même si nous arrivons à ce moment-là à une candidature unique en 1992, qui est celle de M. Froundi, par ailleurs président du SDF, parce qu'il faut toujours rappeler à l'opinion, pour dire pourquoi certaines choses, il est le candidat de l'opposition, il n'est pas le candidat du SDF vers lequel... Peut-être vous êtes précis, il est le choix de l'opposition, mais inscrit comme candidat de son parti. Parce que la loi électorale exige que c'est un parti qui doit porter. Parce qu'il ne faut pas traverser les choses. On a tendance souvent à comprendre un discours du genre, les uns ont adhéré, ont retrouvé le SDF pour accompagner son candidat. Non, ça n'a pas été le cas. Il faut noter que le processus de structuration de l'opposition camerounaise est passé par plusieurs phases, l'Union pour le changement, l'ARCNS, la coalition, la coordination, ainsi de suite. Et donc, c'est le candidat. Et moi, j'étais dans cette dynamique-là, pas au titre du SDF, mais au titre, naturellement, de cette dynamique globale, incluant partis politiques et associations. Et j'étais au titre des associations, à la réalité. Et c'est à ce titre-là qu'on va me confier, avec d'autres, comme le professeur Charlie Gabriel Mbok, la cellule de communication de l'Union pour le changement. Et donc, ça nous donne l'occasion, à ce moment-là, pendant qu'on gère cette cellule de communication pour la candidature, on va découvrir en réalité les forces avec lesquelles on pense pouvoir affronter ou assurer la gestion du pays après M. Biya-Paul pour porter, effectivement, intégrer les propositions révolutionnaires qu'on avait. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte de notre incapacité, j'ai dit bien notre incapacité, à créer un rapport de force suffisant pour résister à la poussée des forces contre-révolutionnaires qui pénétraient du fait de Bamenda et de quelques autres personnes. Qu'est-ce qu'il explique? Je veux dire, vous étiez politiquement pas armé, pas prêt, insuffisamment formé. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est pas une question de formation, c'est une question de rapport de force. Ah, d'accord. Le leadership de la lutte était conduit par les partis politiques. Dieu Kamtiameni, il faut le dire, qui était l'incarnation du leadership des forces non politiques, avait été contraint à l'exil. Hein? Et à ce moment-là, nous n'étions pas en position de choisir qui entre et qui n'entre pas, hein, au cercle des décisions dans la perspective de prise de pouvoir, à la réalité. Et donc, du coup, on a vu se développer un certain nombre de pénétrations d'acteurs qui, hier, nous combattaient, étaient au RDPC, étaient des véritables adversaires de la révolution, et qui, du jour au lendemain, démissionnaient, se retrouvaient et n'intégraient pas seulement la lutte, mais prenaient des positions de pouvoir et de commandement au-dessus des révolutionnaires. Vous comprenez que ça crée... Dans cette catégorie, vous pourrez quand même citer quelques-uns. Non. Pas utiliser votre dernier joker. Quelques noms. Qui sont ceux qui étaient du parti au pouvoir et qui sont venus infiltrer l'opposition pour faire... Je ne veux pas choquer les gens. D'accord. Mais simplement, notons quand même que le RDPC, à un moment donné, s'est fissuré avec un courant. C'était une fissure normale ou pas? Je n'en sais rien. Mais il y a eu ce qu'on appelle le courant de force progressiste qui est parti du RDPC à ce moment-là, conduit par le ministre Senghako, hein, qui est le théoricien du congrès de Bamenda, hein, et qui du coup se retrouve être le théoricien de la révolution. Il va avec un certain nombre de personnages, hein, qui sont de très bonne volonté, d'autres avec lesquels j'ai travaillé qui ont intégré totalement la lutte. Donc je n'entre pas dans ces détails-là, mais seulement c'est ces forces-là qui vont naturellement plomber la lutte. Et donc du coup on arrive à l'élection 92 avec ce que ça donne. Alors c'est toutes ces batailles-là qui font de votre, j'ai failli dire vision, hein, pour l'alternance en paix au Cameroun, en résumé, l'offre orange. Cameroun, l'offre orange, l'alternance, notre légitime ambition pour le pouvoir, la nouvelle génération s'engage. Préfacé par le cardinal Christian Toumi, archevêque de Douala, à l'époque. C'est l'une de vos œuvres. Hein.
Oui, c'est l'œuvre principale. Pour moi, c'est la principale proposition, œuvre que j'ai. Je ne suis pas l'auteur principal, je suis co-auteur, si on peut le dire, même si mon nom est mis en exergue, je n'en suis que l'un des... Mais ça représente toute ma vision, qui est portée par d'autres centaines, milliers de Camerounais. Le cardinal Lahadoubé, comme vous l'avez dit, l'archevêque émérite du diocèse de Douala, à l'époque, parce qu'il a compris qu'on mettait sur la table des propositions qui étaient susceptibles de pouvoir conduire le Cameroun dans une alternance par la paix, dans la paix et par les urnes. C'était ce que nous souhaitions et c'est ce que nous théorisons dans cet ouvrage de près de 300 pages. Pourquoi la couleur orange? Orange parce que à l'époque, vous savez qu'il y a eu une grande révolution qui a abouti. Hein? C'est en Ukraine. Et la révolution Tietinko en Ukraine a été celle d'un peuple qui, sans armes, a pu obliger une armée qui aurait pu être manipulée à se mettre du côté du peuple pour défendre le choix du peuple. Pour dire que lorsqu'un peuple est déterminé, aucune force, même ceux qui tiennent les armes, vont se retrouver du côté du peuple. Donc on ne peut pas postuler que on va faire le simulacre d'élection, faire semblant d'avoir organisé une élection, se déclarer vainqueur. Justement, et mettre l'armée à son... Avant de parler du contenu de l'offre orange, est-ce que l'importation des mécanismes de lutte observés ailleurs n'est pas également l'une des raisons des multiples échecs? Je veux dire, en 91, pour sortir de la crise, vous demandez la conférence nationale, comme ça s'est passé ailleurs, peut-être au Zaïre, au Bénin. Vous obtenez la tripartite, vous sortez déçus, vous engagez une révolution sous la couleur orange, on en attend encore les fruits. Est-ce que, justement, cette importation des mécanismes de lutte ne justifie pas aussi l'échec de vos combats? Non, est-ce que vous avez... On n'importe pas forcément des mécanismes de lutte. La conférence nationale souveraine que nous demandons, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas au cœur de la demande de 90. Absolument. Je suis tout jeune, je suis tout petit d'ailleurs. Mais quand je dis vous, je vois à travers vous. Mais les gens pensent que j'ai un petit rôle, j'ai ma petite contribution à donner, et donc ils me donnent une position peut-être qui peut, pour certains, paraître comme une position stratégique. Mais je n'en suis pas le leader en la réalité. Alors qu'est-ce que vous mettez dans pour ceux-là, je demande, pour ceux-là, je défends. J'ai dit, c'est pas parce qu'on a importé ailleurs que M. Biya, Paul et son système a bénéficié d'une circonstance conjoncturelle précise. C'est-à-dire qu'ayant vu ce que ça a donné au Bénin, ils ont pu structurer leur comportement par rapport aux demandes populaires de manière à ne pas pouvoir laisser reproduire le résultat du Bénin. Donc il a bénéficié toujours, comme d'habitude, de ces circonstances. C'est-à-dire qu'il y a eu les autres qui ont expérimenté et il a analysé comment, il a analysé avec son régime comment on fait pour combattre cela. C'est que c'est un monsieur bien chanceux. Non, il est très chanceux, comme pour la plupart des cas. Parlons du contenu de l'offre orange. Non, pour le contenu de l'offre orange, il ne faut pas dire l'échec de l'offre orange. Non, nous avons mis sur la table un projet qui était adossé sur le fait que depuis 1992, quand M. Biya perd les élections et que les résultats sont inversés, et il ne faut pas tirer contre M. Dipanda, il ne pouvait pas faire autrement, mais simplement les résultats étaient inversés. Donc, quand il perd à ce moment-là, c'est la seule élection qui a été démocratique au Cameroun. Elle était très bien organisée, en fait, les deux élections, hein, celle législative et celle présidentielle. Mais après ça, le pouvoir affine ses stratégies. Et l'opposition ne montre pas de manière claire sa capacité à s'adapter à ce changement stratégique. Et ça, c'est le premier facteur. Et maintenant, du coup, les stratégies de fraude sont huilées qui permettent au régime en place de gagner l'ensemble des élections qui vont se dérouler. En s'appuyant sur deux choses, l'apathie électorale, d'une part. L'apathie électorale, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que les électeurs ne viennent plus aux élections. Et deuxièmement, on fait tout pour que on montre que l'opposition, même celle qui se propose pour remplacer M. Biya, n'est pas capable de gérer. Et donc, quand on lâche du lest pour les élections, peut-être les municipales, en 1996, je crois, les élections de 96, je crois 97 à Douala, par exemple, où l'opposition gagne la plupart des communes, la gouvernance de ces communes-là n'est pas de nature à pouvoir présenter à la face de l'opinion un modèle de gouvernance alternatif par rapport au régime du RDPC. Et donc, du coup, le RDPC va revenir après, même s'il y avait des fraudes, mais il est évident que plusieurs maires d'opposition sont retrouvés en prison parce qu'ils ont mal géré, ainsi de suite et tout et tout. Donc, du coup, ça ne donne pas aux citoyens lambda
une vision claire d'une rupture radicale par rapport à ceux qui sont en train d'offrir. Donc, à l'offre Orange, nous disons non. Je crois qu'il est important de proposer autre chose. Nous sommes dans un système dont les règles de jeu sont extraverties, sont exogènes. Ce n'est pas nous qui avons défini les règles de jeu. Même si on a une constitution par nous-mêmes de 1996, il va de soi qu'elle est d'inspiration néocoloniale, hein, à la réalité. Donc il faut créer des conditions pour que de manière endogène, on produise les textes, le cadre organisationnel de la République du Cameroun. Donc, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à maintenant. Le forum se dit, OK, les partis politiques, beaucoup de gens n'y croient plus beaucoup. Hein, à la réalité. Chacun, il se neutralise de part et d'autre. Donc il faut créer un cadre pour les fédérer. Et dans tous les cas, il faut une rupture globale. Donc, l'élément fondamental de l'OFORANGE qu'on met sur la table par rapport à tout ce qui est offert par les partis politiques, c'est que le postulat central, c'est il faut une rupture totale par rapport au système néocolonial. Et qu'est-ce que vous mettez dans ce nouveau Cameroun? Et créer donc une période de transition au cours de laquelle on construit les bases de la naissance d'un nouveau Cameroun. Sans que ce soit une hypothèse que M. Kamga a un bon projet, il va venir gérer mieux que Biya, personne ne peut gérer mieux que Biya, toutes choses égales par ailleurs, hein, à la réalité. Donc il faut absolument qu'on crée cette période de rupture au cours de laquelle les Camerounais s'assiedent ensemble, définissent les règles de jeu, auditent leur pays, hein, pour savoir c'est quoi notre... Alors vous qui avez fait un travail de réflexion là-dessus, d'abord pour vous, c'est combien de temps pourrait durer cette période intérimaire et quels sont les changements fondamentaux que vous pourriez apporter? À quoi va ressembler ce nouveau Cameroun? Première chose, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Première chose. Parce que c'est aux Camerounais de définir à quoi ça va ressembler. Ce ne sera pas à moi. Nous créons un modèle. Nous mettons en place un modèle qui structure la production des fondamentaux de ce nouveau Cameroun. C'est ça l'OFORANGE. Alors, quels sont ces éléments importants? Le premier pilier important, c'est d'abord ce que j'appelle le contrat de tolérance. Je m'inscris en faux contre l'opération Épervier et l'OFORANGE de manière claire. Parce que le niveau de gabégie, le niveau de prévarication, le niveau de détournement, le niveau de crimes économiques, des crimes de sang et autres, qui a été le niveau de crimes perpétrés par les différents régimes qui sont succédés, hein, dans la première et deuxième République au Cameroun, est tel que si on éteint les lumières comme maintenant et que j'affronte un de mes tortionnaires d'hier, toute logique va disparaître dans ma tête. Il va falloir que je règle son compte. Il finit avec lui. Hein, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Pour vous, il faut repartir à l'état zéro. Amnistie pour tout le monde. Donc, je n'ai pas pardonné. Or, est-ce que c'est normal que je ne pardonne pas? Si tout le monde décide de ne pas pardonner, parce que le crime, ce que ces gars-là ont fait sur les Camerounais est grave, et d'une gravité extrême. Donc, on n'a pas le temps. Donc, il faut créer des conditions pour que les oppresseurs, que ce soit les oppresseurs économiques, que ce soit les oppresseurs de sang et autres, et les opprimés se rencontrent pour faire naître le nouveau Cameroun. Et le contrat de tolérance que nous mettons sur la table comme une première offre est le déterminant fondamental. C'est-à-dire qu'on dit, OK, vous avez détourné, reconnaissez que vous avez détourné, dites-nous combien il reste de ce que vous avez détourné, acceptez que c'est l'argent de l'État désormais, on ne fait pas fi, on ne vous demande pas ce que vous avez fait de la différence. Hein? Si vous signez ce contrat et faites le virement pour le reste dans la caisse de l'État, on vous laisse. Hein? Vous avez tous vos droits. Et on recommence. Est-ce que ce n'est pas le fond de l'idée dans la création du TCS, reconnaître son cette histoire de bandit là, reconnaître son crime et attendre éventuellement une clémence du garde des Sceaux pour obtenir une forme de grâce? Je sais que le pouvoir en place à lui l'OFORANGE. La plupart des... Donc il vous prend cette idée. Des dirigeants système ont lu, mais simplement ils ne pouvaient pas appliquer l'OFORANGE. Ils ont fait exactement le contraire. C'est une histoire de bandit. Le TCS, c'est une prime au voleur, à la réalité. Et c'est-à-dire qu'on vous dit désormais, volez plus de 50 millions et il n'y a pas de problème. Hein? Donc le jour où on vous arrête, si vous allez me placer dans une tontine au quartier, ça rapporte de l'argent. Donc c'est l'antithèse de l'OFORANGE. Donc c'est l'antithèse. C'est l'antithèse. La deuxième démarche. Ça n'a rien à voir avec l'OFORANGE. Le contrat de tolérance, c'est tout autre chose. D'accord. Et celui qui va refuser de signer le contrat de tolérance, quand nous allons être au pouvoir, puisqu'on va l'être de toutes les façons, sera obligé de subir la rigueur de la loi.
Hein, parce qu'il a détourné le moindre franc, le moindre denier public, il va subir. Non, il y a ça qu'on met sur la table. Il y a ensuite la commission Vérité et Réconciliation qui est indispensable. Hein, nous avons structuré ça depuis 2008. Hein, donc la commission Vérité et Réconciliation est indispensable. C'est devant cette commission que vous avez venu demander pardon. L'essentiel n'est pas de dire, ok, j'ai volé, vraiment, j'ai volé 100 000, il me reste 10 000 dans mes caisses, je vous envoie ça à l'État et puis c'est fini. Non, il faut aller demander pardon au peuple. Et demander pardon au peuple, c'est devant la commission Vérité et Réconciliation et on vous pardonne et puis on recommence la République. Mais en même temps, le pilier fondamental, c'est l'audit général. L'audit. Et cette commission nationale d'audit que le Forum met sur la table a 6 commissions différentes, 6 comités différents. Il faut faire l'audit du patrimoine de l'État. Hein, patrimoine foncier de l'État. Vous savez que la prochaine crise va être, la prochaine guerre sera le foncier. L'État du Cameroun, l'audit des contrats internationaux, des contrats et conventions, engagements internationaux de l'État. On a signé une convention avec qui, quel État, quelle multinationale. Et on va se rendre compte, en les auditant, que certains créanciers aujourd'hui vont devenir des débiteurs à la réalité et on va négocier comment ils nous remboursent parce qu'il y a des dols qui ont été faits. Donc il y a ces audits là qui vont être faits. L'audit financier, l'audit de patrimoine, l'audit des effectifs. Donc on va faire ces audits là pour avoir la situation réelle du Cameroun. Le Cameroun, quand on dit Cameroun là c'est quoi? C'est quelle dette on doit à qui nous doit, quel contrat, on est engagé par quoi? C'est quand on met tout ça sur la table et qu'enfin, dans l'autre pilier institutionnel, notre commission qui va faire les lois de la Nouvelle République pour la Constitution et le Code électoral, ça c'est très important pour nous, qui vont être détachés. Quand on a fait mis ces trois éléments ensemble, on a la mécanique de dévolution de pouvoir qui va être préparée par la commission des lois de la Nouvelle République. Hein, et le vivre ensemble, qui est la Constitution, qui sera fait par la même commission. Quand on a tout ça au bout de 4 ans, à la réalité, à ce moment-là, on peut dire, voilà le Cameroun, voilà la situation économique du Cameroun, voilà la situation patrimoniale du Cameroun, voilà le cadre juridique, voilà la mécanique d'évolution de pouvoir qui est prêt, en tant que parti politique ou candidat, à pouvoir gérer le Cameroun dans ces conditions. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Les candidats, les politiciens, maintenant, cette fois-là, pourront venir avec leurs différents projets sur la base d'un réel. Et cette vision-là se rapproche davantage de quel parti politique? Nous ne sommes plus dans un parti politique, c'est pas non, c'est pour ça non, il n'y a pas. Vous êtes dans la société civile. Oui, elle ne peut pas. Et je ne sais pas si vous pourriez prendre le pouvoir à partir de la société civile ou si vous allez vous rapprocher d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous fait croire que les erreurs que nous avons eues en 2011, en postulant que nous devions nous mettre en parenthèse pour faire vendre ce projet plutôt au parti politique, qu'est-ce qui nous fait croire que nous n'avons pas changé? Vous vendrez ce projet à quel parti politique? Non, on ne vendra plus au parti politique de toute façon, parce que ce projet est adossé sur le fait qu'il nous faut des primaires citoyennes. Hein? Donc, vous ne serez pas candidat de la société civile. C'est pas possible dans notre pays, a priori. C'est vrai qu'il faut les 500 signatures des régions. Sur votre plateau, nous restons dans la même logique, au moins sur le plan du processus, pour dire que quoi? Que cette offre qui est salvatrice pour le Cameroun reste disponible pour toute personne. Moi, personnellement, je suis ouvert, je serai candidat aux primaires citoyennes de l'Off-Orange. Je vais affronter M. Biya ou toute autre personne du système qui pourra mettre en face. Mais si dans le cadre de la dynamique de l'opposition, nous avons dans le cadre de primaire citoyenne quelqu'un qui va nous battre, alors à ce moment-là, on lui laissera. Vous me rassurez qu'en ce moment, vous n'êtes en discussion avec aucun parti? Est-ce que c'est le lieu d'en parler? Ah oui, pourquoi pas? Nous sommes dans un entretien devant les Camerounais. Depuis 2011, nous avons eu des discussions avec des partis politiques. Nous n'avons pas cessé de continuer ces discussions. Nous sommes dans la même logique qui voudrait que nous proposons une primaire citoyenne. Mais l'élément de blocage de 2011 a cessé. C'est-à-dire que l'Off-Orange elle-même, en tant que dynamique, ne proposait pas de candidat. Moi, je vais déjà, comme d'autres personnes dans l'Off-Orange, me positionner comme un des candidats. Okay. Et d'autres nous affronteront dans les primaires citoyennes. Parce que je suis de ceux qui croient qu'il faut, face à M. Biya Paul, un candidat. Donc on peut retenir ce soir que vous êtes candidat à la candidature de l'Off-Orange pour la présidentielle de 2018. Peut-être que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, ce qui suscite, ou alors ce qui nous permet d'évoluer dans l'échange et de parler du code électoral. Alors, vous serez, j'essaie de dire des choses, hein. À supposer que vous soyez candidat de l'Off-Orange pour 2018, ce sera avec ce code électoral, ce mécanisme d'élection, vous serez prêt à y aller?
D'abord, il faut dire une chose par rapport à l'OFORANGE. Ça a été créé comme une dynamique du parti de la société civile avec près de 120 organisations de la société civile qui ont adhéré à cette dynamique. Mais il faut noter qu'il y a une branche nouvelle qui se met en place. Il y a une branche civile, il y a une branche nouvelle, il y aura d'autres branches. Donc d'ici dans les prochaines semaines, vous avez la primeur sur votre plateau de savoir que la branche politique va être une réalité avant la fin de cette année. Okay. Voilà. Et maintenant, quand vous avez fini de vous donner cette information importante, vous me posez la question sur le code électoral. Sur le code électoral. Je crois que sur ce sujet précis, je dois peut-être pas vous rappeler, repréciser que c'est mon chantier fondamental sur les 20 dernières années. J'ai été de tous les combats pour le code électoral, pour le système électoral camerounais. Je pense que sur au moins ces questions précises, j'ai l'autorité suffisante pour dire que, le Cameroun n'a pas un code électoral aujourd'hui. Nous avons un instrument qui permet de valider l'imposture électorale ou un ordre électoral futur. Donc on n'a pas un code électoral. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai rappelé au Premier ministre actuel, M. Yann Filemon, qui est là, lorsqu'il était dans les consultations, que M. Biapol lui avait demandé de nous rencontrer pour demander notre avis. J'ai piloté une délégation qu'il a rencontrée officiellement et nous lui avons dit ne tombe pas dans les erreurs des autres qui t'ont précédé et où vous avez manipulé un truc pour dire que c'est un code électoral, c'est une loi électorale, vous avez conçu des... Mais ils ont fait exactement la même chose. Ils ont produit ce qu'on a produit là. Je vous rappelle que je suis auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Raid sur la démocratie, les 100 problèmes du code électoral camerounais ». Parce que je refuse d'admettre que c'est un code électoral, parce qu'il n'en est pas un. Et à l'époque, ce livre a été publié en 2012, c'est-à-dire que exactement 2 jours avant l'adoption de ce document par l'Assemblée nationale, en avril 2012. Madame Joya, d'ailleurs, a balancé tout ce document lorsqu'elle sortait de l'Assemblée nationale. Donc nous n'avons pas un code électoral. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que ce document n'est pas bon, y compris le ministre de l'administration territoriale, qui a reconnu qu'il faut faire des modifications, y compris les camps, y compris M. Biapol lui-même. Et pour vous, fondamentalement... Mais la différence entre certaines de ces personnes et moi-même, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de rafistoler quelques dispositions de ce code électoral. Il s'agit de construire un vrai code électoral. Et c'est ça qui est la différence. Parce que certains proposent qu'il faut amender telle chose pour avoir un scrutin à 2 tours, pour avoir les inscriptions à 18 ans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que tout le document est faux. Tout le document est de nature, simplement, à favoriser les stratèges de hold-up électoral. Or, tous les spécialistes de la question, et je vais ici faire allusion à un, qui en a parlé, un constitutionnaliste qui en a parlé. Non, je ne sais pas nécessaire d'ailleurs, ça n'a pas de publicité pour rien. Mais le code électoral ne peut être admis que s'il est l'émanation d'un consensus des différents courants politiques et sociaux dans une. Parce qu'il s'agit des mécaniques, du cadre légal d'évolution de pouvoir. Or, quand ce n'est pas né d'un consensus, ce n'est pas bon. Et justement, quelles sont les grandes lignes de l'offre que vous faites pour les changements dans ce code électoral, en quelques mots? Non, écoutez, vous me demandez les grandes lignes de l'offre. Non, pour moi, première chose, d'abord, le mécanisme de construction, il doit être inclusif. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on doit avoir le courage, contrairement à ce qui a été fait. J'ai eu un ami, un grand frère, un collègue, un aîné, qui s'appelle le professeur Mbomé, qui me rappelait comment, qu'est-ce qu'il leur a été donné comme thème de référence pour concevoir le code électoral, la loi électorale des années 91. On ne peut pas revenir là-dessus. Il faut que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui aient le courage d'accepter qu'ils peuvent convoquer une petite constituante, une commission inclusive pour penser la dévolution de pouvoir dans le cadre d'un code électoral. Et que ce ne soit pas seulement quelques fonctionnaires qui se restent au premier ministère et qui pensent avoir la science infuse et qui nous produisent une hérésie juridique telle que ce qu'on a eu et que du coup la Cour suprême, dans son premier rendu en 2013, nous montre que c'était vraiment du n'importe quoi. Donc, première chose, c'est la mécanique de construction du code qui est le premier problème. Maintenant, dans son contenu, il faut extirper tout ce qui est de nature à pouvoir créer des âmes. C'est davantage un problème technique que pose ce code. Oui, il est technique.
hein, il est technique. Parce que toutes les dispositions, je vous dis que l'émission est très courte. J'ai fait un livre où on parle sans problème. Vous voulez que j'en parle des 5 problèmes? Je prends un seul exemple. Si M. Biapol et ses hommes aujourd'hui ne veulent pas que Kamga soit candidat, il y a une disposition de code aujourd'hui qu'ils vont utiliser. Peut-être je suis en train de les inspirer, mais il doit savoir que ce n'est pas seulement les élections qui permettent de... Donc, il y a une disposition qui vous dit que vous ne pouvez pas être candidat si vous êtes d'intelligence avec un pays étranger. Simplement cela. Alors, que veut dire intelligence avec un pays étranger? Monsieur Marou Amadou, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement du Niger, c'est mon ami. J'ai été élu à Bruxelles en même temps que lui dans le cadre du RONACO. Donc, il suffit que vous me filmez avec lui pour dire, bon, comme il est du Niger, donc comme Gaïa avec lui, donc vraiment, il est d'intelligence avec un Nigérien, et donc il ne peut pas être candidat. C'est subjectif, ça. Vous ne pouvez pas avoir dans le code, un code électoral des choses de cette nature. Vous comprenez un peu? Donc, je peux vous citer des dispositions comme ça toute la journée. Je m'étais arrêté à 100 parce qu'il fallait un chiffron. Mais si j'avais continué, j'aurais pu avoir. Donc, à la réalité, il ne s'agit pas de changer 1, 2, 3 dispositions du code électoral. Aujourd'hui, il s'agit de concevoir un code électoral pour le Cameroun. Je ne vais pas tomber dans les erreurs de M. Ping, hein, qui aujourd'hui est face à des situations du genre la loi électorale dit telle chose. Non, il faut que les gens comprennent que nous avons recusé le cadre légal de dévolution de pouvoir au Cameroun. Alors justement, vous ouvrez 2 brèches, notamment à l'international. On a encore une dizaine de minutes. Ça me permet d'abord d'interroger justement vos relations avec les puissances étrangères. Je veux dire, qui vous finance? Quelles sont justement vos relations? On vous voit beaucoup dans des mécanismes internationaux, dans des structures des droits de l'homme qui ne sont pas forcément pour donner de bons points au Cameroun. Évidemment, vous pouvez donc donner l'occasion aux autres de vous traiter d'intelligence avec les puissances extérieures. D'abord, ceux qui vont me traiter n'auront pas la qualité pour le faire, parce que tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont soit bénéficié des bourses pour aller fréquenter l'extérieur, ont eu sont d'intelligence avec l'étranger. Même celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est M. Biapol, n'a pas manqué de rappeler qu'il était le meilleur élève de la France, hein, c'est-à-dire depuis la France. Donc c'est pas moi qui le dis. Donc je vais dire que c'est la logique que vous soyez en relation avec. Ils ont des nationalités là-bas. Donc la question aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé. La question est de savoir de quel type de relation vous avez avec l'autre. On n'est plus dans les affaires de France-Afrique que je combats personnellement. Soit dit en passant, pour répondre à mes détracteurs. Je suis l'un de ces personnes qui est pris sur ces personnes-là, d'aller combattre la France-Afrique en France, avec Ndiawe, avec Puss Ndiawe, avec M. Tanko, avec Bikoko, hein, qui sont encore présents, Jean-Marc Bikoko. Donc nous sommes allés combattre ces gens-là sur place à Paris, hein, de manière solennelle, et ça a fait ce que ça a fait. Donc les gens ne peuvent pas nous aujourd'hui faire le procès qu'on est d'intelligence avec tant. Moi, j'ai pu avoir le temps de construire des bonnes relations, des rapports de force, par le travail que j'ai mené avec les milieux qui comptent dans le monde. En Afrique, je vous rappelle que M. Kadhafi m'a reçu à 2 reprises. Hein, j'ai été au Conseil constitutionnel de France, j'ai été au département d'État de France, j'ai été reçu par les plus hautes autorités aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, où j'ai parlé devant le Parlement. Vous êtes également conscient qu'aujourd'hui, dans le discours, dit que je ne suis pas d'intelligence avec l'autre, c'est différent de la conception que le citoyen se fait de la France-Afrique? Non, le citoyen, il faut déconstruire cette manipulation des citoyens camerounais sur la France-Afrique. Je suis un grand combattant de la France-Afrique, contrairement à certains qui sont en train de dire. Mais nous ne pouvons pas combattre les régimes néocoloniaux simplement avec les forces endogènes. Nous devons avoir des forces endogènes bien structurées, et avoir des bons rapports, des rapports sérieux avec des forces exogènes, africaines et internationales, que ce soit de Russie, de Chine, que ceux-là comprennent qu'on ne doit plus venir manipuler, qu'on ne doit plus venir exploiter nos richesses. Et que si nous nous battons pour avoir des régimes sérieux et démocratiques, parce que nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Donc de ce point de vue, j'ai des rapports très très réels avec des puissances qui comptent, avec des pays africains, avec des pays, des autres pays. Mais ce n'est pas des rapports
dans le sens d'aliénation de nos ressources, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique. C'est des rapports dans le sens quand, par exemple, je me lève dans ce pays avec ma délégation pour faire le tour des différentes capitales, rencontrer les autorités des différents pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, où on a rencontré les autorités, pour leur dire, à ce moment où je fais cette délégation, j'ai fait une conférence de presse avant de partir, pour rappeler seulement à ces autorités, nous ne demandons pas que vous venez intervenir pour nous, pour qu'on chasse le régime en place, donc c'est pas de ça qu'il est question, mais nous voulons que vous compreniez que si ça se gâte au Cameroun, ce n'est pas nous les responsables. Nous avons tendu la main, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Mais il y a des gens qui s'arc-boutent, peut-être parce que dans le système, il y a des gens qui ont des choses à se reprocher et qui ont peur qu'aujourd'hui, si le système change, ils auront à rendre gorge. Ça me permet donc, de ce point de vue, vous arracher un ou deux mots sur ce qui se passe au Gabon, sur la crise post-électorale. C'est une colle, là. Entre Ali Bongo, le président sortant, et déclaré élu par la CENAP, la commission électorale locale là-bas, et Jean Ping, qui, lui, se dit être vainqueur de cette élection. C'est une colle, je voulais dire, mais bon, je suis obligé, puisque c'est l'entretien, je suis obligé de parler aux Camerounais, parce que c'est un sujet qui passionne tellement les Camerounais. J'aime de la peine à savoir que, à la réalité, le Gabon n'est pas une province, une région du Cameroun, parce qu'on est plus intéressé au Cameroun par les problèmes du Gabon, comme ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire, que par les problèmes du Cameroun. Mais sur cette question, j'ai deux positions. D'abord en tant qu'expert des questions électorales, et ensuite en tant que citoyen africain. En tant que citoyen africain, je trouve que les Gabonais ont la malchance d'avoir à choisir, excusez-moi l'expression du peu, entre la peste et le choléra. C'est les enfants d'un même moule qui est un moule de la France-Afrique. Bourgi aujourd'hui, M. Bourgi, Robert Bourgi, et autres qui aujourd'hui vilipendent M. Bongo, sont les mêmes qui ont été avec Ping, avec Bongo et autres, et qui les ont conçus et les ont installés. M. Bongo est le patron de la franc-maçonnerie dans la sous-région, on le sait très très bien, il a été installé par la France. Bourgi sait ce qu'il a fait avec le père Bongo et autres. M. Ping a été avec M. Bongo, le père Bongo, avec le fils Bongo, et ainsi de suite. Donc vraiment, choisir la peste ou le choléra, c'est quand même compliqué pour des Africains aujourd'hui qui ont l'ambition d'être panafricanistes. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, sur ce plan-là, sur le plan maintenant électoral, en tant qu'expert des questions électorales, il faut le dire de manière claire, M. Ping doit lui-même s'en prendre à lui-même. Il aurait pu dès le début mettre sur la table le système électoral qui n'était pas bon. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, il ne l'a pas mis sur la table, ça va se gérer d'une autre manière. Moi, je vais dire que si pour le Haut-Ogooué, comme ça a été le cas, on a mis 4 jours pour publier les résultats, ça veut dire qu'il y a quelque part, on triche. Il est clair que pour 300 000 voix, pratiquement, pour l'ensemble du pays, 300 000 personnes qui sont allées au vote. 600 000 électeurs. D'accord. Pour 300 000 voix environ qu'il fallait dépouiller pour une région, pour une province qui avait à peine 80 000, c'est pas possible qu'on fasse 3 jours. Si on fait 3 jours, ça veut dire qu'on veut manipuler quelque part. Et puis, il est indécent de la part de M. Ali Bongo, au lieu d'apaiser dans son pays. Et l'apaisement, c'était quoi? On dit recompter, pas recompter les bulletins, mais les PV simplement. C'est-à-dire une addition simple. Ma petite fille qui s'appelle Winnie Mandela Kamga pouvait tout simplement, en moins d'1 heure de temps, prendre les PV de cette localité-là. Alors comment on en sort? Ce soir, on apprend que Ping a décidé quand même de faire le recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais je pense que c'est davantage, c'est une action. L'Union africaine est annoncée là-bas, même si le rendez-vous a été légèrement décalé. C'est une initiative, l'initiative de M. Ping est une initiative que je pourrais appeler juridico-diplomatique. Il sait lui-même que, je ne veux pas lire dans un bout de cristal, mais il sait que cette cour, Madame la présidente de la cour, ne lui est pas favorable. Et ils ont eu à tester cette dame pendant la première crise qu'ils ont eue avant les élections. C'est-à-dire notamment concernant la conscience de dossier. Parce qu'il fallait, au départ, ils ont compris qu'un régime de type néocolonial, qui a tous les rênes en main, ne peut jamais perdre une élection. M. Bongo l'avait dit, lui-même, on ne gagne pas une élection pour perdre. C'était le champ de la France-Afrique, il a dit. Et donc, M. Ping, ayant compris avec ses hommes, sont battus davantage pour disqualifier le représentant de Bongo. Et donc, ils ont mis sur la table le fait qu'il fallait que le certificat de nationalité soit exigé. Et puis, la commission l'avait validé. La Sénat l'avait validé. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui a dit cette pièce n'est pas nécessaire. Alors, elle n'avait pas à dire cela lorsque la commission, le Sénat... Donc, ne serait-ce que parce qu'il y a ce précédent.
le rendu de la Cour constitutionnelle est connu. Hein, ils valideront ce qui a été dit. Mais je pense que M. Ping l'a fait davantage pour ne pas se voir opposé par les chefs d'État africains et la communauté internationale le fait qu'il n'a pas épuisé les voies de recours. Il me semble qu'il voulait épuiser les voies de recours pour montrer à la face du monde que je vous avais dit qu'elle ne pourra dire que la même chose. Qu'est-ce qui coûte plus cher de prendre ces quelques PV, de les lire, hein, de dire ok, allez-y, puisque j'ai gagné, lisez-moi, racontez ça simplement. Pourquoi s'arc-bouter sur un fait juridique alors qu'on pourrait... Parce qu'il faut noter que la fonction principale de l'élection, c'est la pacification des rapports sociaux. Alors, parce qu'il y a cette fonction... Sur ce point, Ali Bongo estime quand même que là, on lui demande de violer la loi gabonaise. Je veux dire que même si ça s'apparente à une logique c'est trop facile. Électorale, il y a quand même un fondement juridique. Non, en même temps, sur le fondement juridique, on va y revenir pour finir. En un mot, oui. Oui, en un mot, juste pour dire que d'abord, à la réalité, quand le garde des Sceaux, monsieur, vous savez ce que le garde des Sceaux c'est le deuxième vice-premier ministre dans ce pays-là. Le garde des Sceaux, c'est le patron, le dépositeur de la loi au Gabon. Quand il démissionne et vous dit, hein, ne serait-ce que lui, il est la voix la plus autorisée quand même, en la matière, parce que le système juridique et judiciaire est entre ses mains. Il en est le garant. Il en est le garant. Quand il vous dit, je n'ai aucune disposition qui m'interdit de le faire, ça veut dire qu'on peut le faire. Si maintenant on s'adosse, on s'appuie sur la fonction principale de l'élection qui est la pacification des rapports sociaux, alors, puisque la loi ne l'interdit pas, on peut donc le faire pour pacifier les rapports sociaux. Pourquoi donc s'arc-bouter, puisqu'on ne viole aucune loi? Monsieur Bongo est tout faux sur ce plan, il ne viole aucune loi en le faisant, puisque pour dire qu'on a violé une loi, pour dire que telle voilà la disposition qu'on a violée. Est-ce qu'il peut nous citer la disposition de la loi électorale qui serait violée si jamais on recomptait? Il ne citera pas, parce que ça n'existe pas. C'est un vide juridique. Quand il y a un vide juridique, la jurisprudence... On va observer cela de près. Je ressors avec une dernière question. Vous avez vu ces organisations des droits de l'homme qui ont interpellé le gouvernement du Cameroun dans les exactions, je mets ça en guillemets, que l'armée camerounaise serait à l'extrême nord. Comment vous appréciez cela? Bah d'abord, notre armée sur la même table que ces terroristes qui nous martyrisent. Je vais dire, hein, messieurs Dipita, on est sur ce plateau. C'est trop facile, hein? Je peux sortir, on peut finir cette émission. Et que parce que vous avez un cousin X, Y, Z qui a dit qu'on vous a vu quelque part avec quelqu'un, on vous arrive le lendemain, on ne vous voit plus. Hein, au motif que bon, vous étiez complice de Boko Haram et puis vous avez disparu. Et tous les Camerounais vont vraiment regretter parce que vous étiez quand même un très brillant journaliste qu'on voyait tout le temps, tous les jeudis et mardis. Donc personne ne se posera la question, on dira que vous étiez complice. Donc est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas prêt, votre famille n'est pas prête, les Camerounais ne sont pas prêts à accepter qu'on fasse disparaître au motif que Boko Haram. Donc ça veut dire qu'il faut discerner. Nous avons donné les moyens suffisants à notre État et à nos forces de sécurité pour savoir discerner. On ne pourra pas être complaisant à leur endroit aussi si jamais ils font des confusions déjà. La sécurité collective ne peut pas être, la sécurité individuelle peut être au-dessus de la sécurité collective, à la réalité. Les faits qui ont été portés sur la table, il faut tirer le chapeau à Amnesty International, à Nouveau Droit de l'Homme, au REDAC et autres qui ont fait un travail sérieux. Hein, parce qu'on met les moyens suffisants à la disposition de l'armée camerounaise, on est aussi en droit de leur demander, faites attention à la vie des uns et des autres. Amnesty International, par exemple, aujourd'hui dit qu'il y a eu environ 100 personnes qui ont disparu. C'est des faits. Ils disent, voilà les personnes, voilà les noms, voilà, ils ont disparu. On n'attend pas qu'on vienne nous communiquer, faire des communiqués pour nous dire, non, c'est faux, Amnesty cherche la tête du Cameroun, c'est une... Non, non, on n'attend pas ça. Les Camerounais attendent parce que ces 100 personnes, ce n'est pas des Tchadiens, c'est des personnes qui sont identifiées, dont les familles sont là, donc c'est des pères de famille, dont les enfants attendent, ils n'ont pas vu leur père, leur mère et tout. Ce n'est pas des étrangers. Ils attendent que le gouvernement vienne dire que non, telle personne-là dont vous demandez, le tel père-là, il est à tel endroit, il n'a pas disparu, il a disparu. Et vous savez que je chute par là, que quand ces mêmes organisations sont montées sur la table pour dire qu'il y avait, on a gazé, entre guillemets, des personnes qu'on a gardées dans une salle. Ils étaient, je crois, 50 ou 70. La réponse gouvernementale était de dire non, il n'était pas le nombre qu'on a dit, mais c'était 25. Hein? Comme si 25 personnes qu'on enferme dans une salle et que le lendemain on trouve qu'ils sont morts, était normal comme ça dans une république. Donc je crois qu'on doit cesser de jeter de casser le thermomètre, parce que le thermomètre a affiché 41 degrés de température. On doit chercher pourquoi le thermomètre affiche 41 degrés et chercher à soigner le palu qu'on a dans le sang et non de chercher à casser le thermomètre. Amnesty International et les organisations de droits de l'homme ne sont pas le problème est ailleurs. Bon retour à Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très heureux d'avoir discuté avec vous ce soir. C'était un plaisir.
Voilà, monsieur, on met un terme à cet entretien. Ce soir, on en était à discuter avec Hilaire Kamgar, un acteur notamment de la société civile, avec entre autres Faits d'armes, une proposition dans le cadre de ce qu'il a appelé l'offre orange pour l'alternance au Cameroun. C'est une œuvre qu'il a co-écrit, il est co-auteur, et dont la préface est du cardinal Christian Toumi, ancien archevêque de Douala. Bonsoir et à jeudi prochain pour un autre entretien.